Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle rubrique que vous avez baptisée les ambitieux du dimanche. Donc tout d'abord, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont voté pour trouver le titre de cette nouvelle rubrique. On inaugure aujourd'hui cette rubrique. Donc l'objectif de ce concept, c'est de vraiment être à la cool, une discussion entre nous, comme si vous étiez en face de moi, tranquillement installé sur le canapé pour discuter de plusieurs sujets, en sachant que c'est forcément parfois des discussions qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir avec son entourage. Ça dépend un petit peu de qui sont les personnes de notre entourage. Parfois, on a même l'impression de saouler des personnes qu'on connaît parce que on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Je sais que personnellement, je suis à fond sur les investissements, à fond sur l'immobilier, la bourse, à fond sur toujours tester de nouvelles idées de business. Donc c'est vrai que ça peut être des sujets de conversation qui peuvent saouler des personnes qu'on a autour de soi. Mais là, on est entre nous. Le concept de cette nouvelle rubrique, c'est vraiment de se créer comme un club en fait. Un club fermé de celles et ceux qui veulent vraiment se donner toutes les chances d'atteindre du succès. Et pour cela, je vous parle d'un livre dont je vous avais, je crois, déjà parlé, mais je suis pas sûr. Un livre sur Michael Jordan, parce que c'est clairement un de mes sportifs préférés, si ce n'est mon sportif préféré. Et dans ce livre, à un moment donné, il parle de ce qu'ils avaient appelé le Breakfast Club. Donc le club du petit déjeuner. C'était en fait à un moment donné de la carrière de Michael Jordan où il avait créé un petit groupe avec Scottie Pippen et un autre partenaire qui s'appelait Ron Harper. Avant chaque entraînement, ils se retrouvaient chez Michael Jordan pour faire une séance de musculation avant ensuite de partir à l'entraînement. Donc j'ai bien aimé ce concept en fait parce que c'était vraiment se construire un petit club fermé avec des personnes qui ont vraiment de l'ambition et qui veulent vraiment pour le coup avoir encore plus de capacité pour continuer à gagner des titres, parce que là ils étaient déjà à un stade de leur carrière où ils avaient déjà gagné des titres, mais ils étaient encore ambitieux pour continuer à en gagner. Donc c'est vraiment l'objectif de cette nouvelle rubrique, qu'on discute à la cool, qu'on essaye de parler de différents sujets, vraiment en mode des amis qui sont en train de parler, qui sont sur le canapé et qui ont l'ambition d'atteindre le maximum de succès dans leur vie. Mais avant d'attaquer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, prenez ne serait-ce que 2 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner pour qu'on continue à faire grossir la chaîne. On se rapproche tout doucement des 2000 abonnés. On est au moment où je tourne cette vidéo 1621 abonnés à la chaîne. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Au niveau de cette vidéo, je vous ai préparé quelques sujets qu'on va aborder aujourd'hui. L'intérêt, c'est bien évidemment de répondre à vos questions. Donc d'ici la prochaine vidéo du dimanche, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde sur ce type de vidéo où on est un peu plus détendu, on peut un peu plus rentrer en profondeur sur certains sujets. N'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi ce sur quoi vous voulez qu'on discute en fait la prochaine fois qu'on se voit sur ces vidéos du dimanche. Aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est tout d'abord ce que j'ai retenu des 2 interviews que j'ai fait récemment avec Gilles Grimm et avec Mehdi, parce qu'il y a vraiment 2 points particuliers qui ont retenu mon attention parce qu'ils ont dit exactement la même chose alors qu'ils ne se connaissent pas. C'est vraiment 2 interviews que j'ai fait à des moments séparés et 2 questions que je leur ai posées, c'est des questions qui sont identiques. Et leur réponse a été identique. Et c'est très très intéressant, on va voir ça juste après. Ensuite, j'aimerais vous parler aussi de cette notion de sacrifice pour que vous compreniez bien que je fais ce que je prêche, parce que souvent on a l'impression qu'il y a des personnes qui nous disent de faire ceci ou cela alors qu'elles-mêmes ne le font pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne dans ma vie quotidienne. Quels sont les sacrifices que je fais? J'en ai déjà parlé, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ensuite, je vais vous parler aussi un petit peu plus de manière intime, puisque je vais vous parler d'un trait de caractère que j'ai depuis la naissance et que j'ai vraiment réussi à combattre, c'est ma timidité, parce que c'est quelque chose on va pas avoir peur des mots, ça me pourrissait la vie quand j'étais plus jeune, donc j'ai fait un gros travail par rapport à ça, donc on va rentrer en détail par rapport à ce sujet après. Ensuite, je vous parlerai d'un projet immobilier que j'ai en ce moment même, parce que là on est dimanche. Hier, j'ai fait une visite d'un studio pour lequel je suis en train de me positionner. Normalement, ça devrait aller jusqu'au bout parce que là, le propriétaire a accepté le prix que je lui ai proposé. Donc après, il y a bien évidemment l'étape de la recherche de financement. On aura l'occasion d'en reparler, mais je vais vous parler de ça tout à l'heure. Après, j'aimerais aussi vous parler rapidement de mes projets pour 2021, que ce soit pour l'immobilier ou pour la bourse. Et ensuite, rapidement, on fera un petit point sur les vidéos concernant la bourse parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Également, je vous ferai un tout petit point sur le marché de la colocation parce que
j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport à ça. Je vous rappelle que j'ai 2 appartements en colocation. Donc, je vous donnerai mon point de vue par rapport à ça, par rapport à ce que je vois concrètement sur le terrain en ce moment. Et enfin, on terminera la vidéo avec une projection sur notre futur financier. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Mais clairement, il y a des choses à prendre en compte parce que ça bouge toutes les semaines. Il y a clairement des choses qui sont inquiétantes pour l'avenir financier. Donc après, chacun fait sa propre analyse. On ne part pas non plus dans une vision trop pessimiste. Mais il faut vraiment être réaliste, prendre en compte certains indicateurs et faire sa propre analyse. Et on se rend compte qu'il y a clairement des choses qui sont inquiétantes. Donc voilà les différents sujets qu'on va brosser dans cette vidéo. Je le répète, l'idée, c'est que la prochaine fois, vous ayez vous-même des sujets que vous souhaitiez qu'on aborde. Comme ça, je me ferai un plaisir de les aborder sur ces vidéos des ambitieux du dimanche. Alors, le premier sujet concerne les 2 interviews que j'ai fait avec Mehdi et avec Gilles Green. Il y a 2 points importants à retenir de ces vidéos. Donc, il y a bien évidemment plein de choses à retenir, mais il y a 2 points qui m'ont clairement alerté, qui ont clairement retenu mon attention. Parce que j'ai posé la même question à ces 2 personnes à 2 moments différents et elles m'ont répondu exactement la même chose. La première question, c'était quelles ont été vos plus mauvaises expériences dans l'immobilier? Et ils m'ont répondu exactement la même chose. Ils ne m'ont pas répondu les loyers impayés, ils ne m'ont pas répondu un appartement saccagé. Ils m'ont vraiment parlé de quelque chose de plus personnel qui a vraiment un lien en fait avec le rapport humain, c'est la notion de confiance. Ils m'ont parlé du fait qu'à un moment donné, ils ont donné leur confiance à quelqu'un et cette confiance a été entre guillemets trahie. Ça a été vraiment les propos, les réponses qu'ils ont utilisées pour répondre à cette question ont vraiment été du même acabit, de la même façon de voir les choses. Et ils ont vraiment été meurtri par rapport à ça. Il y a même Mehdi qui nous disait que ça s'était terminé en bagarre. Et de l'autre côté, Gilles Green nous a dit qu'il avait été vraiment touché par rapport à ça, d'avoir donné sa confiance vraiment sans arrière-pensée et de se rendre compte en face que sa confiance a été presque trahie. Donc c'est vraiment un point qui a été important, qui a soulevé mon attention, notamment quand j'ai revu les interviews une fois que c'était terminé, parce que quand on est en train de faire une interview, on est tellement à fond dans le fait de poser les questions que des fois, on ne prend pas forcément la pleine mesure des réponses qui sont apportées. Mais vraiment, ce point est essentiel parce que c'est 2 personnes qui ont eu énormément de succès et on se rend compte qu'à un moment donné, la notion de confiance est quelque chose de très très important. Je pense, parce que j'ai pas encore le même niveau qu'eux, mais je pense qu'en plus, plus on monte les échelons, plus c'est quelque chose qui est important parce qu'on se rend compte qu'il y a un regard qui change par rapport aux personnes qu'on connaît. Il y a aussi un regard qui change par rapport aux personnes qu'on ne connaît pas encore, mais qui perçoivent quelque chose en nous en se disant peut-être tiens, cette personne a de l'argent, je vais essayer presque de m'en servir ou de l'utiliser ou d'essayer de presque lui soutirer de l'argent. Donc c'est des choses à prendre en compte pour vraiment forger son caractère, parce qu'à un moment donné, c'est pas non plus devenir dur, mais il faut se blinder au niveau de l'état d'esprit parce que c'est forcément des événements qui nous affectent, en tout cas en début de parcours, parce qu'on n'a pas encore l'habitude de vivre ce genre d'événements. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pour vous donner clairement ce qui s'est passé, j'étais dans mon cadre professionnel avec des personnes, et notamment une personne avec laquelle je parlais librement de mes projets. C'était vraiment au tout début de ma carrière dans l'investissement immobilier, et j'avais pas cette méfiance en fait de me dire attention, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont simplement gratter les informations sans jamais rien échanger, sans jamais rien partager. Donc j'étais vraiment en mode je discute librement de mes projets. J'étais là en train de dire tiens, j'ai vu qu'il y a un marché de la colocation qui marche bien. Je pense que ça pourrait marcher dans le secteur parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de concurrence, voire pas du tout. Donc vraiment en mode je discute librement sans arrière-pensée. Jusqu'au jour où en fait je me suis aperçu, parce que cette personne-là je l'ai vraiment emmenée partout, je l'ai emmenée avec moi faire des visites d'appartements que j'avais en ligne de mire, je l'ai même emmenée avec moi sur la signature d'un compromis de vente. Donc finalement ça s'est pas fait parce que avec l'agence il y a eu un problème par rapport à c'était pas un compromis, c'était une offre d'achat. Non, c'était un compromis de vente. Excusez-moi, je confonds, mais c'était vraiment un compromis de vente. Finalement, je ne suis pas allé jusqu'à le signer parce qu'il y a eu un problème au niveau de la superficie du studio. Donc après, c'était un peu compliqué. Mais voilà, en fait, je me suis rétracté.
Mais le fait est que cette personne était avec moi à ce moment-là, donc je l'ai vraiment traîné tout le temps avec moi parce que je voulais vraiment partager en fait. J'étais dans un état d'esprit de partage. Et au bout de quelques mois, je me suis aperçu que cette personne avait acheté un appartement sans m'en parler. Donc après, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je me suis dit, en fait, cette personne a fait tout dans son coin, ne m'a rien expliqué, et j'ai appris par l'intermédiaire d'un agent immobilier que j'avais présenté à cette personne-là, qu'il avait acheté un appartement. Et c'est quelque chose que j'ai senti presque comme une trahison, parce que on est, après chacun est différent, mais quand on est vraiment en mode je donne les choses sans arrière-pensée, en mode partage, et qu'on se rend compte qu'en face de soi on a quelqu'un qui n'a fait que finalement presque prendre tout ce qu'il y avait à prendre, sans jamais rien en donner, rien donner en retour, ça fait quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à nous blesser. Donc après, comme je le disais, faut apprendre à se blinder, à se protéger. Donc c'est quelque chose que je ne referai plus. Je fais toujours maintenant attention à qui je parle. Je fais toujours attention à protéger certains de mes projets, presque certains de mes rêves, parce que on pourra en reparler, on aura l'occasion d'en reparler. Mais à un moment donné, quand on a un rêve, il faut aussi le protéger, parce que si on le protège pas, ça me rappelle une phrase dans le film À la recherche du bonheur avec Will Smith, qui dit à un moment donné, quand on a un rêve, il faut le protéger parce que il y a énormément de personnes qui sont là pour essayer de nous en détourner, voire pour nous convaincre qu'on n'y arrivera jamais. Donc vraiment, se protéger, se blinder, c'est une expérience que j'ai vécue. Et encore une fois, dans les interviews, on se rend compte que Gilles Grimm et Mehdi ont vécu la même chose, voire beaucoup plus, parce que ça doit être puissance 10, voire puissance 1000 par rapport à leur parcours. Donc voilà, c'était vraiment le premier point sur lequel je voulais revenir par rapport à ces deux interviews. Le deuxième point concerne une question que je leur ai posée pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du marché immobilier en 2021 et pour la suite. Donc, quelle était leur vision par rapport à ça? Ils ont répondu la même chose, à savoir qu'ils se préparaient à investir massivement sur les prochains mois, voire les prochaines années. Parce qu'ils sentaient, après bien évidemment tout le monde peut se tromper, mais ils sentaient qu'il y allait avoir des bonnes occasions, voire des très bonnes occasions de rentrer à nouveau dans le marché. Et c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'ils ont répondu exactement la même chose. Et on se rend compte que finalement, si ces deux personnes ont eu du succès, c'est aussi une question de flair. À un moment donné, de sentir les choses. C'est notamment ce que nous expliquait Gilles Grimm. Il disait qu'un investisseur avec l'expérience arrive à sentir les moments où une crise se profile à l'horizon. C'est vraiment un feeling en fait qu'on commence à créer, un flair qu'on a tendance à acquérir avec l'expérience. Et c'était étonnant en fait de voir qu'ils ont répondu exactement la même chose par rapport à ça. Donc après, on l'a déjà dit, je le répète, tout le monde peut se tromper, c'est toujours difficile de faire des projections, mais c'est vrai que quand on regarde plusieurs indicateurs, on se dit que c'est possible qu'on arrive sur une baisse du marché, donc pas non plus un crash immobilier, mais vraiment une correction du marché ou une baisse du marché qui peut permettre d'avoir des bonnes affaires qui se présentent beaucoup plus qu'auparavant. Donc c'est vraiment ce que je voulais retenir avec vous de ces deux interviews, c'était vraiment ces deux éléments-là. Donc le fait d'avoir une confiance qui a été à un moment donné presque trahie, donc le fait de devoir finalement se blinder par rapport à ça. Et le deuxième point, d'avoir cette capacité avec l'expérience de flairer les moments où il vaut mieux rapatrier un maximum de cash pour être capable de saisir les occasions au moment où elles vont se présenter. Et ça, c'est vraiment avec l'expérience qu'on y arrive, parce que quand on est au début de sa carrière d'investisseur, on a encore du mal en fait à déceler ces opportunités, à déceler ces moments où il faut avoir le maximum de cash pour saisir les opportunités qui vont arriver, mais ça vient avec l'expérience. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose que vous allez sentir, vous allez développer presque un odorat pour sentir ça. Donc voilà, c'était les deux points sur lesquels je voulais revenir par rapport à ces interviews qui étaient hyper enrichissantes. Donc encore une fois, un grand merci à Gilles Grimm et à Mehdi. On a appris énormément de choses dans ces interviews-là. C'est toujours intéressant de voir des personnes qui ont eu du succès et qui en plus sont humbles par rapport à ça, parce que elles n'ont pas la volonté de cacher tout ce qu'elles ont fait. Elles sont plutôt dans une volonté de partage. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles font des vidéos. Donc c'est hyper intéressant de regarder en détail. Alors c'est pour ça qu'il y avait notamment la vidéo de Mehdi qui dure presque 1 heure, parce qu'on aurait pu parler même pendant des heures et des heures. C'est pour ça aussi qu'avec Gilles Grimm, on en a déjà parlé, j'en ai parlé récemment avec lui, on va sûrement refaire des vidéos parce qu'il y a tellement de sujets à aborder, il y a tellement de choses sur lesquelles on aimerait aller plus en profondeur. Mais voilà, ce genre d'interview, regardez-les plusieurs fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, parce que plus on les regarde, plus on les voit sous un œil différent, on repère plusieurs choses qu'on n'avait pas forcément décelées sur le premier visionnage.
Et sincèrement, vous avez tout à gagner à regarder plusieurs fois ce type d'interview avec des personnes qui ont du succès et qui sont capables d'expliquer comment ils ont fait pour réussir. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde la notion de sacrifice. J'avais fait une vidéo entière consacrée à cette notion de sacrifice, mais j'aimerais aujourd'hui, vu qu'on discute à la cool, vraiment vous donner des exemples des sacrifices que je fais au quotidien parce que je suis encore dans la phase de démarrage en fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment au début de la recherche de succès, on met des choses en place, on est forcément obligé de faire des sacrifices parce que on a des choix à faire dans son quotidien, il y a des choix à faire en termes de priorité parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir du succès si on ne prend pas de réelles décisions. Je vous donne un exemple, la décision en termes de temps libre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en tout cas, personnellement, je sacrifie une grosse partie de mon temps libre parce qu'il y a des fois où j'aimerais justement être sur mon canapé à regarder un film ou un documentaire. Mais souvent, je me dis, ok, il faut, là, tu as 3-4 heures devant toi. Si tu passes 3-4 heures devant ton canapé, il ne se passera rien. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie au niveau financier. Donc, tu as un choix à faire. Bosse sur quelque chose pour vraiment utiliser le mieux possible ce temps-là. Ce qui ne veut pas dire que je ne passe jamais de temps sur le canapé à regarder la télé parce que, en tout cas avec ma compagne, c'est ce qu'on aime bien faire aussi le soir parce que c'est important de se poser, de se détendre et de ne pas être toujours la tête dans le guidon. Mais vraiment, cette notion de sacrifice sur le temps libre, on n'est pas toujours prêt pour faire ça parce que on a parfois tendance à trop s'écouter, à écouter cette petite voix qui nous dit « Ok, c'est pas grave, tu feras ça la semaine prochaine ou tu feras ça le mois prochain, tu feras ça quand tu seras plus prêt dans ta tête à démarrer ce chemin. » Et le problème, c'est qu'à force d'écouter cette petite voix, vous passez des mois et des mois et des mois, voire des années sans rien faire. Et un jour ou l'autre, vous allez vous réveiller avec des regrets. C'est tout ce que je veux vous éviter. Donc c'est pour ça que je vous parle de cette notion de sacrifice. Après, c'est aussi des sacrifices en termes de juste votre esprit, d'avoir à un moment donné aussi ce sacrifice de se dire ok, je vais passer une heure où je vais être à fond concentré sur quelque chose. C'est un vrai sacrifice parce que on perd parfois l'habitude de se concentrer vraiment une heure sur quelque chose alors que c'est vraiment comme ça que vous allez vraiment réussir. Je vous ai déjà parlé aussi en termes de sacrifice quand j'étais il y a quelques années quand mon fils était tout petit. C'était pendant les périodes où il faisait la sieste, c'était le seul moment où je pouvais être tranquille l'après-midi, et ben je me disais, c'est pas grave, je vais utiliser cette période de sieste pour passer des coups de fil, pour appeler des propriétaires ou pour appeler des agences pour demander des informations sur tel ou tel appartement que j'avais vu sur des annonces. Je vais aussi utiliser cette sieste pour faire certaines vidéos parce que c'était aussi à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des idées de vidéos. Donc là, il y a presque 1 an que j'ai démarré la chaîne. Il fait encore des siestes l'après-midi, donc il y a eu des moments où j'ai fait des vidéos pendant la sieste, alors que c'était encore une fois vraiment le moment où je pouvais être tranquille, je pouvais vraiment me dire je me mets sur le canapé pour être à la cool. Donc c'est aussi une notion de sacrifice. Donc c'est vraiment pour vous faire comprendre que je fais ce que je prêche, parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, parfois il y a des personnes qui vous disent faites ci, faites ça, mais elles-mêmes ne le font pas. Donc là par exemple, on est dimanche, hier je suis allé faire une visite, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il y a eu plein de fois où j'avais pas beaucoup de temps, je sortais du boulot, j'allais directement faire une visite. J'étais fatigué, mais il fallait quand même aller faire une visite pour voir si cet appartement que j'avais vu en annonce était vraiment si intéressant que ça, pardon. Donc c'était vraiment des moments où il faut se botter les fesses en fait, parce que rien ne va se faire tout seul. C'est vraiment à vous d'être votre propre coach. On va en parler juste après, lorsque je vais vous parler de ce trait de caractère que j'avais, d'être timide. C'est à un moment donné se booster soi-même et de pas avoir besoin de quelqu'un qui vous dit ok, aujourd'hui il faut que tu ailles faire une visite, il faut que tu ailles faire de voir des agences pour vraiment dire les critères que tu as pour trouver des appartements. C'est à vous, dans votre tête, de vous créer ce propre coach. C'est hyper important pour vous pour avoir le succès que vous cherchez à obtenir. Alors quand on parle de sacrifice, il y a aussi des sacrifices financiers parce que même si, en tout cas sur cette chaîne, je pense qu'on est beaucoup à se ressembler, on n'est pas dans un mode de vie bling bling où on essaie d'impressionner qui que ce soit, mais parfois il y a quand même des choix à faire au niveau financier, de se dire il faut que je diffère certains de mes plaisirs financiers, mais à un moment donné, comme on disait, on n'a rien sans rien. Donc il y a des choix à faire en termes de finances. Au lieu de se dire, je vais acheter. Moi, je vous donne un exemple. Je dois faire la clôture de ma maison pour vraiment avoir une clôture qui est plus jolie parce que pour l'instant, c'est pas le top. J'avais fait des devis avec un très bon artisan qui habite dans notre village. Quand j'ai vu le montant, c'est pas du tout pour critiquer le montant parce que je sais qu'il bosse très très bien et je sais que ce sont les prix.
Mais je me suis dit, ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup de consacrer plusieurs milliers d'euros pour refaire cette clôture, ou est-ce que il ne vaut pas mieux attendre, investir cette somme-là pour vraiment accumuler ce qu'on appelle les effets de l'intérêt composé, pour vraiment augmenter cet effet boule de neige. Donc j'ai fait mon choix, je me suis dit ok, je reporte ce projet. Donc c'est un sacrifice financier. Il faut aussi avoir conscience que moi j'ai une voiture, j'en ai déjà parlé, une 207 qui a plus de 300 000 km. C'est un sacrifice financier parce que c'est clair que j'aimerais bien être dans une voiture plus confortable, un peu plus jolie, un peu plus sympa à conduire. Mais pour l'instant, c'est un sacrifice que je fais. Après, ça va, je le vis pas non plus hyper mal. Hein. J'arrive à être à la cool sans me prendre la tête. Mais il faut être conscient du fait que vous ne pouvez pas tout vous offrir aujourd'hui quand vous décidez d'avoir un objectif financier. Et vraiment, quand vous vous donnez l'objectif d'atteindre un jour la liberté financière, il y a forcément des choix à faire, il y a forcément des sacrifices à faire. Il faut en être conscient, ça permet de mieux les endurer et surtout de garder en ligne de mire votre objectif, de savourer le chemin parce qu'on pense toujours à l'objectif, mais on oublie de savourer le chemin. En cours de route, vous devenez quelqu'un qui progresse, vous êtes en train de vous bonifier, vous êtes en train de progresser, donc c'est à vous de profiter de ce chemin-là. Mais vraiment, gardez en tête que vous avez des choix à faire, des sacrifices à faire, mais qu'au bout du compte, ça vaut vraiment le coup, parce que le jour où vous allez réussir, vous risquez d'entendre une phrase que je vous ai déjà expliquée, tu as de la chance, alors que vous saurez que vous n'avez pas du tout compté sur la chance, vous avez compté sur vos efforts, sur vos sacrifices et sur votre persévérance. Alors maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus personnelle parce que je vais vous parler d'un de mes traits de caractère que j'avais depuis tout petit, que j'ai vraiment combattu parce que c'était quelque chose que je vivais mal, c'est le fait d'être timide. Quand j'étais plus petit, c'est vraiment quelque chose qui me caractérisait. Donc j'étais à la fois introverti et timide. Donc j'avais vraiment ces deux choses-là qui faisaient que j'avais du mal à m'extérioriser. Donc après, le fait d'être introverti, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à combattre. De toute façon, maintenant, je sais que ça fait partie de ma nature et je suis OK avec ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le fait d'être timide, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours embêté en fait, parce que ça m'empêchait de vraiment vivre pleinement ma vie. Donc j'ai vraiment fait un gros travail par rapport à ça. Il y a eu plusieurs déclics dans ma vie. Et ce serait trop long de vous en parler sur une vidéo. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est un trait de caractère que vous avez, si vous avez déjà eu ça mais que vous avez réussi à vous en débarrasser, je pourrais vous faire une vidéo par rapport à ça parce que j'ai beaucoup théorisé le sujet, parce qu'au bout d'un moment, quand on a ce trait de caractère, on essaie tellement de faire en sorte de dépasser cela, qu'on se documente, on s'informe et on essaie vraiment de faire un gros travail sur soi. Mais vraiment, ce trait de caractère-là, j'ai réussi à m'en détacher à force de devenir mon propre coach. Parce que j'ai développé une partie de mon cerveau qui me botte les fesses en permanence. C'est-à-dire que je ne me repose pas sur mes lauriers. J'essaie le plus possible de ne pas rester dans ma zone de confort et j'ai toujours ce petit coach dans ma tête qui est là pour me pousser au quotidien. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de créer ce propre coach dans votre tête pour pas avoir besoin de quelqu'un d'extérieur pour vous motiver, parce que là forcément vous n'êtes pas vous êtes dépendant en fait de cette personne là, donc vous n'êtes pas pleinement responsable de ce que vous faites. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Pour revenir à ce trait de caractère, ça n'a pas toujours été évident. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs déclics, mais avant d'avoir ces déclics, forcément il y a des périodes qui sont compliquées à vivre. Il y a des périodes où on se demande si on va rester comme ça toute sa vie, si vraiment un jour on va être capable de sortir presque de cette prison mentale, hein, parce que c'est clairement une prison mentale. Après, c'est pas que lié à la timidité, hein, il y a d'autres traits de caractère qui peuvent être vécus comme une prison mentale. Mais voilà, je voulais vous donner, si vous avez ce trait de caractère-là, ou si vous avez un autre trait de caractère qui vous pose problème, je voulais vous donner un peu d'espoir, parce que du coup, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Et aujourd'hui, je me rends compte que en fait, je suis passé à côté de plein de choses en étant comme ça. Après, je sais que c'est pas forcément évident, hein, quand on est petit. On peut pas avoir cette capacité à se booster soi-même parce qu'on est encore trop jeune. Mais c'est vrai qu'en grandissant, c'est là où on prend conscience qu'on peut changer par rapport à ça, que c'est tout à fait possible de, j'allais dire presque guérir de la timidité, parce que parfois on peut même se dire que c'est comme une maladie. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc je voulais vous expliquer ça, c'est une partie un petit peu, on va dire, intime de ma vie, mais à un moment donné, on est dans une discussion du dimanche, on partage les choses. Et voilà, c'était mon message d'espoir pour vous dire que si vous avez ce trait de caractère, ou si vous avez un autre trait de caractère qui vous pose problème, je peux vous assurer qu'il est tout à fait possible de s'en débarrasser, mais ce sera à force de créer ce petit coach personnel dans votre tête qui sera là au quotidien pour vous botter les fesses. Et en plus, ça va clairement vous servir dans votre façon d'investir, dans votre objectif d'atteindre un jour la liberté financière. Le fait d'avoir un coach personnel dans la tête, c'est un énorme atout pour réussir.
Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'un projet immobilier que j'ai en ce moment même. Je referai des vidéos par rapport à ça. Je suis sur le point d'acquérir un studio de 18 mètres carrés. Donc là, on en est à la phase où j'ai fait l'offre d'achat. Je me suis mis d'accord avec le propriétaire directement. Je ne suis pas passé par une agence. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réussir à rentrer directement en contact avec le propriétaire. Donc on est arrivé d'accord sur un prix. Là, je vais lui renvoyer tout à l'heure l'offre d'achat signée. J'attendrai qu'il me la renvoie contre-signée pour vraiment rendre le caractère plus officiel à cette offre d'achat. Ensuite, il y aura bien évidemment la signature du compromis avec mon notaire et son notaire. Et après, la recherche de financement. Donc, je vous ferai plusieurs vidéos par rapport à ça pour vraiment que vous suiviez l'aventure. Parce que concrètement, la dernière fois que j'ai voulu acheter un appartement, j'ai eu plusieurs refus de prêt. C'était un appartement qui faisait quasiment 100 mètres carrés. C'était avec l'objectif de refaire une colocation. C'était une excellente affaire. J'avais réussi à bien négocier. Malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir le prêt immobilier. Donc, tout ça pour vous dire que je suis aussi capable de reconnaître mes échecs, même si c'est avec les échecs qu'on arrive à progresser et qu'on apprend énormément de choses. Donc là, c'est un vrai challenge. Je me dis, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant que j'ai eu ces refus de prêt. Entre-temps, j'ai fait un gros travail pour rendre mon dossier un peu plus intéressant. Donc là, ça va être le moment de voir si ça a vraiment servi ces derniers mois de progression en termes de finances. On va voir si ça paye. Mais voilà, pour vous expliquer en fait ce projet-là, c'est un appartement dans une résidence que je connais déjà parce que il y a, je crois de mémoire, ça fait un peu plus d'un an, voire 2 ans, je crois que ça fait 2 ans, je devais acheter un studio de la même taille dans cette résidence. J'avais négocié le prix. J'étais sur le point de signer le compromis, mais finalement, au dernier moment, je l'ai refilé à un ami parce qu'il voulait investir. C'était le premier appartement dans lequel il voulait investir. Il recherchait vraiment quelque chose d'intéressant. Je lui ai dit, écoute, là, je sens que ça va pas passer au niveau des banques parce que c'est un peu tendu en ce moment. Donc, je te donne un appartement qui est vraiment une excellente affaire parce que pour le coup c'est une vraie bonne affaire. Donc il a acheté cet appartement. Donc c'est pour vous expliquer que je connais la résidence, je sais exactement comment elle est. Je sais aussi qu'ils ont refait les parties communes récemment et quand je suis retourné aller visiter l'appartement de mon ami, c'est vraiment quelque chose qui est super beau. Ils ont vraiment fait un beau travail. Donc l'appartement sur lequel je suis actuellement est dans cette résidence-là. C'est la même superficie que l'appartement qu'a acheté mon ami, donc 18 mètres carrés. Au niveau du mode d'exploitation, c'est un appartement pour le coup qui est déjà loué, hein, donc il est loué vide, il est loué en location nue. C'est pas moi qui ai mis le locataire il est déjà en place. Il paye un loyer de 500 € charges comprises. L'appartement, je suis sur le point de l'acheter 73 500 €. Donc là, on a négocié avec le propriétaire. Sur cet appartement, donc après avoir avec la banque, si on part sur 20 ans ou 25 ans, à voir aussi ce qu'ils vont accepter parce que on en a déjà parlé, les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière ont pesé sur les décisions bancaires. Donc on va voir comment ça va se passer par rapport à ça. Mais l'objectif sur cet appart, c'est d'avoir un cash flow aux alentours de 50 € par mois. Donc après, bien évidemment, je ne suis pas décisionnaire en ce qui concerne le loyer parce que le loyer a déjà été fixé à 500 € charges comprises, mais je sais qu'il est sous-évalué. Je sais que je peux aller jusqu'à 550, voire quasiment 600 €. Reste un petit peu en dessous de 600 €, mais voilà, entre 550 et 590 €, ce n'est pas du tout délirant de partir sur ces loyers-là, en tout cas dans mon secteur, sur ce type d'appartement. Donc voilà, je sais qu'il y a encore une marge par rapport à ça. Quand ce locataire partira, je sais que je pourrai avoir un loyer supérieur, mais c'est une excellente affaire. C'est un projet que j'adore parce que j'adore ces petites surfaces. C'est quelque chose qui se loue bien. Quand vous proposez quelque chose de qualité avec des belles prestations, en plus dans une résidence, là c'est une résidence des années 90, j'adore les résidences de ces années-là. Je le répète, les parties communes ont été refaites. C'est un immeuble dans lequel il y a un ascenseur, il y a une place de parking et pour autant les charges de copropriété sont aux alentours de 50 € par mois. Donc il y a vraiment toutes les conditions qui sont réunies pour faire une bonne affaire. Alors maintenant, comment j'ai réussi à rentrer en contact directement avec le propriétaire? C'est pas bien compliqué. J'ai vu qu'il y avait un appartement en fait à vendre dans cette résidence. Je l'ai vu sur une annonce d'agence immobilière. Pour le coup, j'ai quand même essayé de contacter l'agence immobilière. J'ai jamais réussi à les avoir au téléphone. J'ai laissé plusieurs messages, j'ai laissé mes coordonnées. Personne ne m'a jamais rappelé. Donc je me suis dit à un moment donné, ok, tu vas pas t'arrêter à ça. Tu vas essayer de trouver le contact du propriétaire directement. Donc j'ai fait une grosse enquête. Je suis passé par l'ami qui a un appartement dans la même résidence pour essayer de savoir le nom
de ce propriétaire-là. J'ai fait aussi une enquête dans le bâtiment en fonction des photos que je voyais sur l'agence pour essayer de repérer à quel étage se trouvait l'appartement. J'ai réussi à trouver l'appartement en question. J'étais avec mon ami, on s'est baladé un petit peu dans la résidence et on a réussi à trouver l'étage, on a réussi à trouver la porte parce que j'ai sonné une première fois chez quelqu'un, c'était pas le bon appartement. Et dès la deuxième tentative, j'ai réussi à trouver le bon appartement. Je suis tombé sur le locataire, on a discuté. Il m'a donné le nom du propriétaire. Par contre, il n'avait pas son contact parce que en fait, il y avait une agence qui gérait la location, donc il n'avait pas le contact directement du propriétaire. Je me suis aperçu que le syndic de cette résidence n'était pas l'agence qui avait ce bien en vente. Et en plus, c'est un petit cabinet qui fait, je crois, que de la gestion locative. Donc, j'ai envoyé directement un mail à ce syndic en laissant mes coordonnées parce que je leur ai dit voilà, je sais que vous ne pouvez pas transmettre les coordonnées d'un propriétaire, donc je vous laisse mes coordonnées, essayez de lui transmettre. Et pour le coup, j'ai reçu dès le lendemain un appel du propriétaire. Et là, on a discuté. Après, on a convenu d'une visite. Donc là, je suis allé récemment visiter l'appartement avec le locataire qui m'a très bien reçu, qui m'a bien expliqué plusieurs choses dans l'appartement. Et après, on est rentré en négociation. On est arrivé donc sur ce prix de 73 500 €. Et là, j'en suis aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, l'offre d'achat va être envoyée aujourd'hui, du coup. Et par rapport à ça, je voulais vous dire aussi que pour le coup, il y a quand même des avantages à avoir un locataire déjà en place parce que quand vous allez aller démarcher la banque, vous avez déjà un projet de location qui est concret parce que vous avez déjà une personne qui est là. Donc si vous jouez bien le coup, c'est un argument qui va jouer en votre faveur. Je vous dis ça, pour l'instant, c'est de la théorie. Après, on va voir si sur la pratique, ça se passe réellement comme ça parce que je vais devoir aller démarcher les banques pour obtenir ce financement. Et deuxième avantage, c'est que là, le fait d'avoir fait une visite avec le locataire, ça m'a vraiment permis de lui parler directement pour aussi savoir s'il y avait des choses qui ne convenaient pas dans l'appartement. Il m'a par exemple dit qu'il y avait 2 robinets qui fuyaient, donc j'ai regardé en dessous, effectivement, il y avait du goutte à goutte. Donc ça, c'est le propriétaire qui va s'en occuper, il doit faire venir un artisan la semaine prochaine. Il y a aussi une porte de placard qui était cassée, enfin il y a eu plusieurs choses qu'il m'a montré. Pas non plus beaucoup de choses, hein, mais voilà, des petites choses à corriger. Mais c'est vraiment un atout de faire cette visite avec le locataire parce que cette personne vit déjà dans l'appartement, donc peut vraiment vous dire s'il y a des choses qui ne conviennent pas dans l'appartement, ça vous permet vraiment d'avoir un œil concret sur cet appartement. Alors si ce projet se concrétise et arrive jusqu'à l'acte de vente chez le notaire, ce sera vraiment le projet immobilier dont je serai le plus fier parce que je n'aurai rien lâché malgré quelques obstacles parce que voilà, le fait d'avoir une agence immobilière qui ne rappelle pas alors qu'on a laissé des messages pour visiter un appartement, pour avoir des précisions, ça peut être considéré comme un obstacle, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut essayer de trouver un chemin détourné pour vraiment arriver à votre objectif parce que c'est vraiment un appartement que je veux, parce que je connais très bien la résidence, c'est un très bon emplacement, je sais que c'est un très bon investissement. Donc voilà, je vous conseille vraiment de ne pas vous arrêter quand vous avez un obstacle, gardez l'état d'esprit de quelqu'un qui ne lâche rien, qui est acharné, qui se fixe un objectif et qui fait tout pour l'atteindre. Surtout, en ce moment, dans la période actuelle, j'ai l'impression, voire je suis persuadé, parce que c'est ce que je vois avec mes yeux, qu'il y a énormément de personnes qui sont anesthésiées, c'est-à-dire qui ne font rien, qui se contentent de subir les événements. Alors je sais qu'on est dans une période anxiogène, ça peut avoir tendance à paralyser, mais le problème c'est que vous avez quand même des choses à faire, il y a quand même des opportunités, et le fait d'avoir autant de personnes qui sont anesthésiées, ça laisse une place énorme à celles et ceux qui sont acharnés, qui ne lâchent rien. C'est pour ça que j'adore ce terme d'acharné, c'est vraiment montrer à quel point vous avez l'état d'esprit de quelqu'un qui ne lâche rien, qui sait exactement où il veut aller et qui fera tout pour réussir à atteindre son objectif. Donc je vous conseille de continuer à agir en ce moment parce que il y a encore plus d'opportunités qu'avant, simplement par le fait que de plus en plus de personnes sont anesthésiées. C'est exactement ce que disait Gilles Grimm dans son interview. Il expliquait que peu importe qu'il fasse du vent, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il continue à faire ses visites. Donc peu importe qu'on soit dans une période de crise ou dans une période de croissance, il continue à garder sa ligne de conduite. Et j'ai vraiment adoré ce passage parce que ça prouve à quel point le mental est hyper important. Dans une période où plein de gens ont tendance à abandonner, vous êtes la personne qui continue sa route, qui ne lâche rien. Et croyez-moi, vous allez avoir d'énormes opportunités qui vont se présenter à vous
encore une fois, simplement par le fait que la plupart des personnes ne font rien à côté de vous. Donc voilà, c'est le gros projet immobilier que j'ai en ce moment. Un autre projet que j'ai pour cette année 2021, ce qui concerne l'immobilier, c'est de créer une SCI en essayant ensuite de faire racheter tous mes prêts, enfin tous les prêts qu'on a avec ma compagne pour les faire racheter par cette SCI. Donc c'est vraiment le projet que j'ai en ce moment et on est en train d'en discuter avec le notaire. Il faut qu'on constitue ça assez rapidement. C'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler parce qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à la constitution d'une SCI. Il faut savoir exactement pourquoi vous le faites. Il ne faut pas le faire juste pour faire joli parce que c'est vrai que souvent quand on commence à entendre des termes du type SCI ou holding, on a tendance à se dire tiens je vais faire ça, ça a l'air plutôt bien, ça fait sympa, ça fait classe. Et le problème c'est que si vous le faites juste pour être classe ou pour être à la mode sans savoir pourquoi vous le faites, c'est quelque chose qui peut même se retourner contre vous. Donc faites-le pour les bonnes raisons, on aura l'occasion d'y revenir, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser avant de partir là-dessus. Donc voilà, c'est les deux gros projets que j'ai en ce moment en termes d'immobilier. Alors on va parler maintenant de bourse pour vous expliquer un petit peu ma façon de fonctionner par rapport à l'investissement boursier parce qu'il y a eu quelques questions récemment par rapport à ça pour savoir un petit peu comment je fonctionne. Donc moi je suis principalement sur une stratégie d'achat d'actions à dividendes. Donc si vous regardez la constitution de mon portefeuille boursier, parce que j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, vous voyez que je suis sur des actions qui versent des dividendes, donc soit par trimestre, soit annuellement. Donc si je prends l'action de la société Total, on est sur un versement de dividendes chaque trimestre et c'est quelque chose qui est clairement appréciable parce que quand vous recevez des dividendes, ça fait toujours bizarre, surtout la première fois. Surtout que là, en ce moment, je commence à me rapprocher des 1000 actions de Total. Donc, quand il y a un versement de dividende, autant dire que ça fait vraiment plaisir parce que là, il y en a eu un au début du mois d'avril. Versement le 1er avril, j'ai reçu plus de 600 € de dividendes. Donc après, voilà, de l'autre côté, vous avez fait un effort de verser de l'argent. Donc, ça vient pas de n'importe où, ça tombe pas du ciel. Vous avez placé votre confiance dans cette entreprise. Donc, vous recevez une partie en termes de dividendes. Mais voilà, c'est vraiment ma façon de fonctionner parce que on peut dire que je suis sur une stratégie de bon père de famille, je veux pas me prendre la tête, je veux bien dormir le soir, je veux pas être stressé de voir l'évolution des cours du marché. Je place dans une société dans laquelle j'ai confiance parce que bien évidemment, il y a une analyse par rapport à ça, mais je ne suis pas sujet aux émotions en fonction de comment se comporte le cours de l'action. En sachant aussi, je l'avais déjà dit, il y a eu forcément des événements en 2020, notamment au moment du premier confinement, au moment du mois de mars. C'est à ce moment-là que j'ai massivement investi parce que surtout l'action Total, je la surveillais depuis 2015, depuis l'ouverture de mon PEA. J'avais en tête un cours d'action qu'on peut appeler un cours d'action, vraiment la valeur que vous pensez que cette société a en termes de cours de l'action. Et là, on était clairement en dessous, largement en dessous. Et je me disais, tôt ou tard, ça va remonter parce que c'est pas la première fois qu'on a une crise. Et quand on regarde le recul, on sait très bien que ce qui s'est passé dans le passé ne présage en rien ce qui se passera à l'avenir. Mais on a quand même des éléments qui nous font comprendre que souvent, il y a un cours de l'action qui a tendance à remonter. Il faut juste être patient. C'est pour ça qu'il ne faut pas être sujet aux émotions. C'est pour ça qu'il faut être vraiment maître de ses émotions pour pas se laisser piloter par elles. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un investissement massif au moment de ce premier confinement. Donc c'était en mars 2020. Et forcément, une fois que les dividendes sont versés, comme on a versé beaucoup d'argent sur les PEA, les dividendes sont beaucoup plus importants parce que le nombre d'actions est plus important. Donc forcément, on reçoit plus de dividendes. Donc c'est vraiment ma façon de fonctionner. Je me rapproche de ce que fait Warren Buffett en achetant et en gardant potentiellement à vie. Donc là, les actions que j'ai pas forcément envie de les vendre. Ça se trouve, je vais peut-être les garder pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans, voire plus. Peu importe. C'est vraiment ma façon de fonctionner. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est la seule. C'est en tout cas la stratégie qui me correspond. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille, de partir sur la stratégie qui vous correspond le plus parce que la plupart du temps, on a tendance inconsciemment à essayer de faire comme les autres juste parce que c'est apparemment ce qui marche ou juste parce que c'est à la mode. Et parfois, c'est pas quelque chose qui nous correspond. Donc, j'insiste là-dessus. Partez sur les stratégies qui vous correspondent. Faites déjà un état des lieux des différentes stratégies qui s'offrent à vous et dites-vous, ok, cette stratégie, je sens que c'est vraiment fait pour moi. Je vais partir là-dessus. Je sais que peut-être il y a d'autres stratégies qui marchent peut-être potentiellement mieux, mais je préfère partir là-dessus parce que j'ai envie de dormir sur mes deux oreilles et j'ai envie de suivre une stratégie qui correspond vraiment à la personne que je suis au plus profond de moi. On arrive maintenant à l'avant-dernier sujet. On va repartir sur l'immobilier avec quelque chose de très précis, le marché de la colocation. Donc,
J'ai 2 appartements en colocation. En ce moment, j'ai l'impression que c'est en train de bouger parce que clairement, on est impacté par ce qui se passe parce que en ce moment, il y a par exemple les étudiants, ça fait déjà un moment, ils sont repartis pour la plupart chez leurs parents parce qu'ils ont beaucoup de cours à distance, voire quasiment tous leurs cours à distance. Donc forcément, s'ils avaient des appartements, ils les ont pour beaucoup rendus pour retourner vivre chez leurs parents parce qu'ils n'avaient plus d'intérêt à habiter dans un appartement qui était proche de leur université parce que de toute façon, ils n'ont plus de cours en présentiel. Donc ça, forcément, ça a impacté. Donc je ferai une vidéo par rapport à ça pour vraiment rentrer dans le détail. Mais mécaniquement, on a moins de demandes sur le marché de la location parce que vous enlevez la plupart des étudiants, ça enlève déjà une grosse partie des personnes qui recherchent des appartements en colocation. Ce ne sont pas les seules personnes qui recherchent ça, mais forcément, ça en enlève. Donc ce qui fait que vous avez moins de demandes et vous avez toujours autant d'offres, voire peut-être même plus d'offres parce qu'il continue à y avoir de plus en plus d'investisseurs qui rentrent sur ce marché de la colocation. Donc je vous donne mon sentiment personnel. Là, sur les 2 appartements, moi, ils étaient tous pleins depuis quasiment le début. Là, j'ai une personne qui part à la fin du mois d'avril, précisément le 20 avril. J'ai mis du temps à avoir des touches en fait par rapport aux demandes. J'avais mis plusieurs fois des annonces et j'avais très peu de demandes. Les demandes que j'avais n'étaient pas sérieuses. Donc là, j'ai enfin trouvé normalement quelqu'un qui souhaite prendre l'appartement. Après, c'est pour une courte période, hein. C'est pour 6 mois. C'est une personne qui fait un stage dans une entreprise qui n'est pas très loin. Et ça coïnciderait bien parce que ce serait quasiment dans la foulée de la personne précédente qui quitte l'appartement le 20 avril, alors que la prochaine personne souhaiterait le louer à partir de la fin du mois d'avril. Donc tout ça pour vous dire qu'avec le recul de ces 3 dernières années de colocation, c'est le moment où j'ai eu le plus de mal à retrouver quelqu'un. Donc c'est une donnée à prendre en compte parce que c'est pas toujours ce qu'on entend sur internet. On a encore une fois l'impression que tout est rose, tout est facile, tout marche très bien. Il suffit de mettre un appartement en colocation. Vous allez avoir, donc pour 3 chambres, vous allez avoir 30 personnes qui vont vouloir louer ces chambres-là. Il y a des moments où ça marche très bien. Là, il faut être conscient du fait que ça marche un petit peu moins bien en ce moment. En tout cas, dans mon secteur. Moi, je suis en Île-de-France. Je ne pense pas être dans le seul secteur où ça a tendance un petit peu à ralentir. Donc, prenez en compte le contexte général parce que forcément, tout est lié au contexte. Le marché immobilier n'est pas déconnecté de ce qui se passe de manière globale. Donc là, en ce moment, il y a forcément des répercussions par rapport au fait qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui ont des cours en présentiel. Donc ça a un impact sur le marché de la colocation. Donc si vous avez un projet en ce moment de colocation, faites vraiment une analyse rigoureuse. Faites des annonces fictives pour vraiment savoir à peu près le retour que vous avez en termes de demandes. Parce que si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de demandes, voire pas du tout, c'est peut-être le moment de se dire « Ok, je vais peut-être changer de stratégie ». Je vous donne ma vision des choses par rapport à ça. En ce moment, je me dis que j'ai presque l'impression d'avoir cédé à un effet de mode en ce qui concerne la colocation. J'en ai parlé récemment dans la vidéo avec Gilles Grimm. J'ai l'impression de m'être un petit peu laissé avoir. Alors, pour l'instant, les 2 appartements que j'ai en colocation marchent très bien. Et en plus, et là, écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles. Je sais très bien que si un jour, je dois les rebasculer en location normale, je serai toujours au moins à l'autofinancement. Donc, j'ai pas de risque par rapport à ça parce que j'ai toujours gardé cette prudence de me dire pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, c'est un truc qui est à la mode. C'est en plein boom. Mais assure tes arrières, on ne sait jamais comment ça évolue. Essaie de vraiment avoir le maximum de garde-fous pour pouvoir retomber sur tes pattes si jamais un jour le marché évolue. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Je ne vous dis pas de ne pas du tout faire de colocation. De toute façon, j'en parlerai dans la vidéo que je ferai par rapport à ça. Mais assurez vos arrières, faites bien vos calculs, faites une analyse rigoureuse pour vraiment savoir si c'est quelque chose qui vaut le coup ou pas en ce moment. Alors on arrive maintenant sur le dernier sujet en ce qui concerne l'économie de manière globale. Donc c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça pour alerter sur certains chiffres qui étaient très inquiétants parce que quand on regarde par exemple le montant des prêts garantis par l'État, donc le montant total qui a été prêté, on se demande si ces prêts vont vraiment être remboursés parce que pour l'instant, il y a des secteurs d'activité qui ne peuvent tout simplement pas travailler. Donc, le jour où les aides vont s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Difficile d'avoir la réponse, mais il y a de quoi s'inquiéter. Surtout que quand on parle d'aide, c'est clairement pas suffisant parce que on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont des aides qui ne correspondent même pas aux charges qu'ils ont chaque mois. Donc, il y a clairement des faits qui sont inquiétants. C'est important d'être au courant de ça pour vraiment
comprendre de manière globale comment tout fonctionne, parce que, comme je disais tout à l'heure, si on parle par exemple de l'immobilier, c'est un secteur qui s'insère dans un ensemble global. Donc, il faut vraiment prendre tout en compte. Il ne faut pas rester juste dans son petit truc d'immobilier en se disant « Voilà, je vais acheter un appartement, j'ai suivi une formation, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, donc je vais partir sur le marché de la colocation. » Si vous isolez complètement ce secteur-là du reste, vous allez avoir de grosses mauvaises surprises. Donc, prenez en compte différents éléments. Faites une analyse globale pour vraiment être le plus lucide possible, en sachant que c'est toujours difficile de faire des projections, mais vraiment j'insiste là-dessus, en ce moment il y a clairement des éléments qui sont inquiétants au niveau économique. On se dit que tôt ou tard on va avoir un retour de bâton qui va arriver, et je suis pas sûr que tout le monde soit prêt par rapport à ça. C'est vraiment le moment où on se dit il faut aussi se prendre en charge, parce que on ne peut pas toujours compter sur l'État, on ne peut pas toujours compter sur d'autres personnes pour prendre en main notre avenir financier. Il faut vraiment se responsabiliser par rapport à ça. Il faut aussi être faut aussi être lucide du malheur des autres, parce qu'il ne faut pas être en mode, comme on peut voir à certains moments, faut pas être en mode je trace ma route et un peu j'écrase les autres. Non, c'est pas du tout comme ça. En tout cas, sur cette chaîne, c'est pas la vision des choses qu'on a. Faut vraiment être lucide du malheur de certaines personnes qui ne peuvent juste pas travailler en ce moment. C'est un truc de dingue. Je sais que moi, par exemple, ma compagne est dans le commerce, elle ne peut pas travailler en ce moment. Les magasins sont fermés, donc il y a aussi tout le côté psychologique, c'est difficile à vivre. Il y a aussi le côté financier, forcément, parce qu'il y a une perte au niveau du salaire. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Il y a aussi, malheureusement, ça me fait vraiment mal au cœur, parce que ça me touche au plus profond de moi en ce qui concerne les enfants. On se rend compte qu'il y a un impact qui est énorme sur eux. On n'en parle pas forcément. C'est des choses qui sont en plus difficilement quantifiables, parce que c'est des choses qui sont ancrées au plus profond de leur psychisme, et on n'a pas forcément conscience de l'impact que tout cela va avoir quand on voit des écoles qui sont fermées, quand on voit des relations sociales qui sont très très contrariées. Donc c'est vraiment, je vous incite à prendre le maximum d'informations. Après, si on se recentre sur les sujets de cette chaîne, donc tout ce qui touche aux finances, c'est important de prendre le maximum d'informations pour faire des analyses les plus rigoureuses possibles, pour être conscient aussi que c'est le moment de faire très très attention à ses dépenses. C'est pour ça que je fais quelquefois des vidéos par rapport à ça, pour apprendre à maîtriser ses dépenses sans non plus partir dans l'extrême inverse, de se priver de tout pour vraiment vivre une vie d'ermite ou une vie de ascète. Je crois que c'est le mot, hein, une vie d'ascète. Faut vraiment pas partir sur cet extrême-là, mais voilà, essayer de vraiment avoir une consommation qui est raisonnée, surtout dans ces périodes où on ne sait pas trop ce que va advenir notre avenir financier. Donc c'est pour ça que toutes ces vidéos-là sont importantes, tous ces chiffres-là sont importants à prendre en compte. Je le répète encore une fois, ne restez pas isolés sur le secteur de l'immobilier ou sur le secteur de la bourse. C'est vraiment un ensemble global à prendre en compte. Donc voilà, c'était les différents secteurs les différents domaines que je voulais aborder aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo un peu plus à la cool. Vous avez vu que c'est un peu plus à la cool, donc parfois je bafouille un petit peu, parce que quand on fait une vidéo plus structurée, forcément on fait plein de découpes, on essaye de faire quelque chose le plus parfait possible, donc il y a très peu de moments où ça bafouille, où il y a la langue qui fourche. Donc là, sur cette vidéo, c'est moi au naturel, donc il y a des moments où je bafouille un petit peu. J'espère que vous me pardonnerez ça. Vous avez vu que je suis un peu moins rasé que d'habitude, donc dites-le moi si ça vous choque à la caméra. Je n'hésiterai pas à corriger ça sur la prochaine vidéo. Mais voilà, c'est un format de vidéo que j'aime bien aussi. J'imagine en fait que vous êtes en face de moi, que vous êtes sur mon canapé, qu'on peut discuter. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est parfois des discussions qu'on ne peut pas toujours avoir avec des personnes de notre entourage, parce que ça dépend aussi des intérêts qu'on a, des centres d'intérêt qu'on a. On va pas commencer à saouler quelqu'un d'immobilier si la personne n'en a rien à faire, en fait, ce que c'est pas ses centres d'intérêt. Ça peut se comprendre, hein, mais c'est vrai que par moment, on peut presque se sentir seul, parce qu'on a l'impression d'être presque un extraterrestre parmi d'autres personnes qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est pour ça que ça fait du bien d'avoir ce type de vidéo du dimanche, en fait, les ambitieux du dimanche. J'aime bien ce titre. Encore merci à vous, je trouve que c'est vraiment un très très bon terme. On essaie de se faire comme un petit club entre nous où on discute. Donc là, c'est sûr que, en fait, je parle tout seul face à une caméra, mais j'imagine vraiment que vous êtes derrière votre écran en train de m'écouter. Je vous incite aussi à me poser vos questions pour que je puisse savoir de quoi faire les prochaines vidéos de ces ambitieux du dimanche, pour vraiment que ce soit interactif, pour que je puisse
relever certains commentaires en me disant voilà, aujourd'hui je réponds à telle ou telle question de telle ou telle personne pour que ce soit un peu plus sympathique pour vous. Et vraiment, j'essaierai le plus possible de répondre à ces différentes questions, même si parfois ça peut prendre du temps. Ça peut être des vidéos de 3 quarts d'heure, 1 heure. Je sais pas combien fera cette vidéo au montage, mais je suis pas en mode je veux vraiment une vidéo qui fasse 10-15 minutes. Tant pis, si on prend 1 heure pour parler, on prend 1 heure pour parler. C'est des vidéos que vous pourrez regarder en 3-4 fois, en découper en 3-4 épisodes. Il n'y a pas de souci, regardez ça quand vous avez le temps. Regardez ça en 5-6 fois si vous voulez. Pas de souci, on est tranquille, on est à la cool, on est dimanche. Donc je vous remercie pour votre attention. Dites-moi tout dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions parfois presque personnelles, ça me dérange pas. Après, je vous dirai si je réponds ou pas. Mais j'ai très peu de choses à cacher, donc... pas de soucis si vous avez des questions par rapport à ça. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous regardez cette vidéo réellement un dimanche, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.